Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un best-of de l'émission 52 minutes avec. Depuis le début de cette saison, j'ai reçu des personnalités et des invités d'horizons et de mondes divers, mais qui sont tous animés par la même passion, en qui brûle la même flamme, celle de l'amour de la culture, de l'art. Des écrivains, des anthropologues, des artistes peintres, des acteurs, des chanteurs-compositeurs, des artistes lyriques, des hommes et des femmes de théâtre, des militants de la scène culturelle et sociale, des créateurs de tout genre. Ils se sont tous racontés sur ce plateau, confiés, livré leur vision de la création, du monde, et ont partagé avec nous des souvenirs et des émotions intimes et précieux qui les ont marqués, façonnés à tout jamais et fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je tiens à les remercier tous pour leur confiance, leur sincérité, leur générosité et pour leur combat pour le rayonnement du beau, du vrai, du savoir. Le poète et écrivain Abdelatif Labi, le comédien humoriste Gad Elmaleh, le politologue et écrivain Abdullah Saaf, le baryton David Serrero, la cantatrice Françoise Atlan, le grand compositeur Ahmed Siad, le musicien et conteur Frédéric Calmes, le chorégraphe et danseur Tofek Izidiou, l'artiste d'Ambig, l'artiste peintre Fouad Belyamin, l'écrivain congolais Inkoli Jean Bofan, du monde du théâtre Moulay Ahmed Badri, Ahmed Messayan, Aïma Zitane, et la liste est longue. Je vous propose alors de revoir des extraits de quelques-unes de ces émissions. C'est loin d'être exhaustif parce qu'il nous faudrait beaucoup plus que 52 minutes pour passer des extraits des émissions de tous les invités qui nous ont fait le grand plaisir de venir sur ce plateau. Mais vous pouvez retrouver, voir ou revoir pour le plaisir toutes les émissions dans leur intégralité sur notre site mediantv.com. Regardez. Ce nouveau spectacle, vous avez choisi de l'intituler D'ailleurs. Quand vous jouez chez vous, vous vous sentez toujours d'ailleurs? Eh bien, étonnamment, oui. Non pas parce que je ne me sens pas chez moi quand je viens jouer au Maroc. Il n'y a pas d'endroit au monde où je me sens plus à la maison qu'au Maroc, bien sûr. Mais le d'ailleurs, ce n'est pas un d'ailleurs géographique ou identitaire. C'est un d'ailleurs où on a toujours peur de ne pas être à sa place. On a toujours peur de ne pas avoir la bonne réplique, la bonne attitude. Et moi, j'ai été comme ça. Je crois que ça fait partie aussi de notre culture et notre identité marocaine d'avoir l'envie de bien faire. On a à la fois c'est un mélange de doute, de trac et de grande assurance, puisqu'on voit qu'à travers le monde entier, les Marocains arrivent à faire des exploits, arrivent à s'intégrer partout. Et en même temps, on a toujours cette appréhension d'être peut-être celui qui n'a pas su exactement comment faire. Je crois que c'est ça qui nous aide à nous surpasser. Et ce d'ailleurs, c'est toujours ça. Je suis d'ailleurs, je suis à côté, j'ai peur, je ne sais pas si je vais dire la bonne phrase, je ne sais pas si j'ai le code. Donc ça, c'est assez marocain et assez moi, ça me représente. Jouer au Maroc devant des Marocains que vous connaissez, qui vous connaissent un peu, est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Est-ce que ça passe mieux? Est-ce que c'est plus confortable, je dirais, même si vous n'aimez pas le confort? Non, j'aime pas le confort du tout. J'essaie de sortir à chaque fois du confort. Mais je dois avouer que jouer au Maroc, c'est une pression qui est assez unique. Je vais pas mentir, c'est pas quelque chose qui est facile ou acquis. Contrairement à ce que pensent même mes producteurs ou des gens avec qui je travaille. Ah, ça y est, tu vas jouer, tu vas arriver, de toute façon, ils t'aiment. Le public où vous êtes acquis, non. Non. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que même le public marocain est plus exigeant parce que justement, il me connaît. Mais c'est une exigence inconsciente, c'est pas une exigence allez, vas-y, on va voir si tu es capable. C'est juste, ils ont envie de me voir briller. Ils ont envie de me voir me surpasser. Ils ont envie d'être fiers parce que j'ai inventé un nouveau truc. Et je pense que eux-mêmes, finalement, c'est pas du jugement, mais ils ne seraient pas heureux que je me renouvelle pas. Le public marocain, il ne serait pas heureux que je banalise, il ne serait pas heureux que je fasse un spectacle sans saveur. Oui. Parce que je l'ai vu, il y a eu des moments dans mes shows parfois où il y avait des choses moins fortes. Et tout de suite, immédiatement, je sens qu'ils décrochent plus qu'un autre public. Et quand ils sont là, c'est très intense. Pour ce spectacle en particulier ou pour non, tous les général, autres? dans ma carrière. Parce que ce spectacle était particulier, parce qu'il y avait des moments... oui. C'était épuré, c'était le plus simple possible. Moi, je comprends que vous aimiez de plus en plus des artistes comme Soulage, parce que vous allez finir par faire un spectacle où vous êtes juste là, vous dites rien. Où je ne parle pas. Où je vous parle pas. Avec un pas. fond noir voilà, et rien. Ça y est. Et une émission tous les deux où on se regarde sans rien dire. Et ça peut être intéressant. Alors... avant de voir la bande-annonce du spectacle, parce que vous le jouez encore, vous le jouerez encore, moi, j'aimerais savoir comment vous arrivez, est-ce que ça ne vous pèse pas encore de faire ce genre d'exercice? Vous avez fait beaucoup d'émissions, donné tellement d'interviews, et est-ce que vous n'avez pas overdosé? Est-ce que vous êtes encore un petit peu curieux, un petit peu excité de faire des entretiens, des interviews? Je vais vous dire très clairement ce que je ressens.
En fait, quand on commence la carrière, il y a une forme de surexcitation, de l'exposition, de la lumière, des plateaux télé, on se fait connaître. Donc on en fait, et puis on arrive à un moment de notre carrière, je ne dirais pas qu'on est blasé, mais à tort, d'ailleurs si j'avais su, à tort, on croit qu'on peut s'en passer. Or, je pense profondément qu'aujourd'hui, être sur ce plateau, ce n'est pas uniquement pour dire « venez me voir ». C'est aussi une manière que j'ai compris sur le tard, de communiquer avec les Marocains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on croit savoir, quand on a de la notoriété, c'est le moment un peu où on perd pied. On se dit « mais ça y est, j'ai pas besoin, moi, je vais aller faire une interview, ils savent, ils me connaissent ». Ben non, ils ne savent pas, tu leur as pas parlé. Oui. Et donc, moi, c'est un peu un moyen que j'ai et pas qu'avec les Marocains. Quand je prends la parole dans les médias aujourd'hui, c'est que j'ai des choses à dire, à transmettre. Je veux communiquer quelque chose et je veux créer du lien avec les gens qui nous regardent. Parce que finalement, voilà, grâce à vous aujourd'hui, on va parler à des millions de Marocains dans le monde qui n'ont pas accès forcément à ce que je suis en train de dire. Oui. J'aurais même aimé qu'on puisse interagir avec eux. Oui. On va voir quand même la bande-annonce du dernier spectacle d'ailleurs, et puis on reprend avec plaisir. Notre discussion. Franchement, vous m'avez manqué. J'arrive à un âge où je peux plus tourner autour du pot. D'ailleurs, regarde l'arrivée que j'ai faite. J'ai plus besoin de descendre avec un fil, avec du feu, des danseuses. Ça va bien, j'entends rien. Le fil. Bonsoir. Ça y est, on y est. Mon père, il nous réveillait la nuit pour partir en vacances. On n'était même pas au courant qu'on partait en vacances. La seule différence entre ça et un kidnapping, c'est que je connaissais le mec qui conduisait la bagnole, c'est tout. Autant les juifs, tu leur dis t'es juif, ouais je suis juif, qu'est-ce qu'il y a celui-là sur la terre, moi je suis juif. Les musulmans, t'es musulman? T'es catholique? C'est plus compliqué. On a des problématiques d'apprentissage avec votre enfant qui ne souffre pas. Crée un gros WhatsApp, vas-y, crée un gros WhatsApp. Le micro, il marche pas. Finnish is French, Spanish is American. All right, all right, all right, all right. Voilà, vous voyez, vous avez eu le moment zen où je parle plus à la fin. Oui, oui, exactement. Alors, on va revenir à l'essentiel au début, même si les gens connaissent votre vie, votre Parcours. cheminement. Alors, vous êtes né à El Hassani, très important. Comment décrire ce quartier, El Hassani? Je crois que, waouh. Ouais. Ah, je viens d'avoir un truc incroyable parce que j'ai vu, là, j'ai cru voir mon Vous fils. m'avez pas envoyé cette photo. Non, mais elle est bien. Moi, j'ai hésité quand j'ai cherché parce que je croyais que c'était votre fils, en fait. Ben moi aussi. Et puis j'ai vérifié, j'ai revérifié. Cela dit, le col de la chemise montre que c'est pas, on n'est pas dans les années 2000. Avec le col, si tu cours trop vite, tu peux décoller. Pas de def, oui. Dans ce regard, je vois, c'est marrant parce que je vois aussi de la mélancolie. Et je vois de la mélancolie de mon enfance casablancaise, pas tristesse, hein, pas mélancolie, une espèce de poésie du rêve. Bah, justement, alors la mélancolie, vous n'étiez pas malheureux. Non. Mais vous étiez un enfant mélancolique, Oui. présent mais absent en classe. Oui. Et puis, déjà très petit, vous vous dites, c'est pas la réussite. Moi, je comprends ça. Vous vous dites, peut-être, il y a un destin qui m'attend. Ah ouais. Vous l'avez trouvé? Oui, j'ai la conviction depuis vraiment que j'étais gamin, j'ai la conviction qu'il y avait quelque chose, un peu comme la foi. Oui. Il y a une flamme, il y a quelque chose qui m'attend. Oui. Et la scène, la lumière de la scène, les projecteurs, c'est comme une promesse que l'univers m'a faite. Depuis gamin, je le savais. J'étais persuadé. J'étais persuadé que quelque chose m'attendait. J'avais un drive, j'avais un but. Je ne sais pas d'où ça. Je ne sais pas. C'est une grâce en fait. À l'époque, dans la première moitié des années 60, ça va déboucher sur la création de la revue Souffle, quand j'ai rencontré les poètes Mohamed Khaireddin, Mustafa Nissabouri et les peintres de l'école de Casablanca, Mohamed Cheb'a, Mohamed El Melehi et Farid Ben El-Kahia. Donc, une rencontre magnifique s'est faite comme ça, spontanément. Et je crois que le temps de cette époque-là a nécessité
une transformation de la culture marocaine. Oui. Et il s'est trouvé que nous étions là pour opérer ce saut, justement, dans un inconnu littéraire, artistique C'était une aventure incroyable et culturelle. Pourquoi cette force, cette violence, tout cela? C'est parce qu'à l'époque, on a fait le travail que le mouvement nationaliste n'avait pas fait. Le mouvement nationaliste marocain, il s'est occupé d'obtenir l'indépendance du pays. Donc c'était une lutte éminemment politique. Et la question culturelle ne se posait pas véritablement à cette époque-là. C'est la génération qui est venue après la nôtre, à laquelle la question culturelle s'est posée, c'est-à-dire comment décoloniser les esprits, comment tourner la page de la colonisation pour créer une nouvelle culture qui réponde à nos aspirations, à notre être profond, tout cela. La culture est socle de toute démocratie. Il fallait déchirer, il fallait déconstruire, il fallait faire tout péter, excusez l'expression, pour que ça puisse se faire. Il fallait exactement, la transe. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on ait ce ton dans ces textes. Les miens, comme ceux de Khaireddin, c'est Nos Noirs. C'est un très grand poème de Mohamed Khaireddin de l'époque. Mustafa Nissabouri avait écrit La plus haute des solitudes, par exemple. Les peintres ont fait un travail, parce que je veux rendre toujours un hommage à ces trois messieurs. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait pour la culture. C'est ce qu'ils ont fait pour la culture marocaine est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas encore rendu suffisamment honneur à ces hommes et le bouleversement qu'ils ont apporté dans notre univers visuel. Exactement. Alors, j'aurais aimé qu'on lise quelques vers du règne de la barbarie, mais c'est long et il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je dis à ceux qui nous écoutent et aux jeunes et aux moins jeunes, lisez le règne de barbarie et les autres recueils de la Bible. Pour faire simple, c'est-à-dire parce que lisez où ils vont lire. Moi, j'ai tenu absolument, parce que mes œuvres, j'ai 35 recueils de poésie, vous voyez, c'est compliqué, la plupart publiés en France. Quand ils rentrent au Maroc en toute petite quantité, ils sont à un prix exorbitant. Donc j'ai eu l'idée, il y a 3 ans, avec Madame Karine Joseph des éditions Le Sirocco, pour publier l'intégrale de mes œuvres poétiques en format de poche. Comme ça, on n'a plus d'excuses. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait plus d'excuses, c'est trop cher, etc., on a imprimé à Barcelone ce livre pour qu'il soit à la hauteur des meilleurs livres de Gallimard. Mais Abdelteflabi, quand on a envie de lire, on trouve toujours la solution. On se démerde. Il y a les moi, bibliothèques. J'ai donné au public marocain la solution. Oui, mais on n'est pas obligé d'acheter. Malheureusement, Karine, la pauvre Karine Joseph n'arrive pas à vendre ses livres à 300 dirhams, 25 recueils de poèmes. Oui, toutes vos œuvres. Oui, moins 4 ou 5, les dernières. Oui. Donc, moi, de mon côté, j'ai fait mon devoir. Et maintenant, la balle est dans le camp des lecteurs et des lectrices. Absolument. Alors, au début des années 60, vous êtes professeur de littérature française dans un lycée à Rabat, puis vous continuez à écrire, et puis, comme vous avez dit, à 24 ans, vous vous lancez dans cette incroyable aventure, celle de Souffle, qui va dépasser très rapidement le cadre de recueil de textes. Et vous mobilisez, comme vous l'avez dit, des intellectuels, des peintres, de tous bords. Des cinéastes, parce que le cinéma commençait absolument. À l'époque, et comme vous le dites, la recherche scientifique aussi. La recherche scientifique aussi, vous vouliez casser la baraque, tout chambouler. Et fatalement, vous allez être attiré vers la sphère politique, parce que tout est politique. Oui, mais avant cela, on a attiré aussi le Maghreb. Le Maghreb et l'Afrique. On a attiré l'Afrique. L'Afrique aussi. On a attiré même, par exemple, les Noirs américains. Exactement. Le mouvement des Noirs américains qui s'est développé à cette époque. L'Europe aussi. On était des universalistes, mais en même temps, on voulait créer pour le Maroc et le Maghreb une nouvelle culture. Oui, mais cette date de 66, où vous avez lancé Souffle, n'est pas n'importe quelle date, parce que ça survenait au lendemain des répressions
sanglante de la manifestation des lycéens et des chômeurs à Casablanca le 23 mars 65. Et puis il y avait aussi l'enlèvement d'Ibn Barka, il y avait beaucoup de choses. Et donc il y a quelque chose qui sorte. Vous le dites vous-même. Dans votre bouche, ça passe mieux. Ah oui, ça passe mieux, parce que vous dites que il me faut absolument crier, cela me sauvera, crier, crier jusqu'à retrouver ma voix. Vous dites, vous êtes né en criant. Oui. Et donc cette revue, il y a eu 22 numéros en français et 8 alphas en arabe. Elle a chamboulé le champ littéraire et culturel marocain alors qu'elle a duré 6-7 ans. Oui, et puis quand... Mais ça, on n'est pas rendu compte tout de suite. Il a fallu du temps. D'abord, il y a eu une chape de plomb. Oui. Après, disons, ma mise entre parenthèses. Parce qu'il y avait aussi votre adhésion, vous avez cofondé Hilal Amam, avec Abraham Serfati. Donc il y a une chape de plomb qui... même à l'université, par exemple, il était très difficile de faire quoi que ce soit, ni sur mon œuvre, ni sur l'expérience de la revue Souffle. Par la suite, les choses ont repris normalement, tranquillement. Et puis, c'est devenu, depuis quelques années, le centre d'intérêt d'énormément de gens à travers le monde. Oui, il y a beaucoup de livres, beaucoup de recherches, notamment beaucoup aux de thèses. États-Unis, c'est devenu une revue fétiche. Oui. Pratiquement. Votre objet, Frédéric Calmès. Évidemment, c'est ce Gembri. Ce Gembri. Le Hajouf, comme on l'appelle aussi chez les Hamadcha. Eh bien, c'est un instrument qui a radicalement changé ma vie. Évidemment, il ne vient pas tout seul. C'est le Gembri du maître Abdelrahim Amrani. Ah oui. Et il me l'a prêté. Et il vous l'a prêté. Il me l'a prêté pour aujourd'hui, mais j'ai travaillé longtemps sur cet instrument. Oui. À la maison, il me l'a prêté aussi pour que je travaille. Et c'est l'objet qui a été un objet central à un moment dans ma vie. J'avais 24 ans, 25 ans. Et c'est par lui, en fait, que je suis rentré dans la confrérie des Hamadcha et que je suis resté au Maroc et que tout ce qui s'est suivi ensuite. Que vous êtes là tous les deux, vous et le Gembri de Abdelrahim Amrani, qu'on salue. Est-ce que vous pouvez jouer un petit air ou chanter un petit air Hamdouchi? Avec grand plaisir. Je vais prendre une petite seconde pour m'accorder. Oui, je vous en prie. أطر على وعلا أطر على وعلا أطر على وعلا على جناح للجنة ويا مولاي إدريس الله. Merci beaucoup, c'est magnifique. Alors, maintenant, parfois, c'est Abdelrahim Amrani, il vous laisse mener la troupe parce qu'il s'appuie aussi beaucoup sur vous. Alors, il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin. Vous participez au rituel, soit comme percussionniste, soit comme luthiste ou bien chanteur, mais aussi en tant que chercheur, et c'est très important, parce que vous essayez de toujours d'aller plus dans la compréhension de la confrérie et dans le travail d'archivage et de conservation.
Absolument. Et ce travail, je ne le fais pas seul. Je le fais également avec Abdelrahim Amrani, qui, lui également, est un grand passionné, et au point où il en est devenu un érudit. Oui. Il connaît les qasaïd de la tariqa Hamdouchia sur le bout des doigts. Il en a collecté de très nombreuses, même de très anciennes, qu'on ne chantait plus, et qu'il partage avec les autres Hamadchas du Maroc, d'ailleurs. Et l'idée, c'est de préserver ce répertoire, ces poésies, avant qu'elles ne disparaissent. Oui. Vous avez 1000 personnes dans les années 50, 25 aujourd'hui. Il y a un vrai danger de disparition. D'où l'importance aussi de collecter, d'archiver, mais aussi de former. Parce que ce n'est pas parce que vous avez archivé que ça va rester en vie. Une fois que c'est dans les livres et qu'il n'y a plus personne pour le chanter, eh bien, quelque part, ça a déjà disparu. Oui. Et d'où l'importance de ce que Abdelrahim a beaucoup fait, qu'on a fait ensemble, c'est former des jeunes. Oui. Les enfants, les petits-enfants des anciens Hamdouchi, les enfants du quartier qui étaient autour, près de la Zawiya. C'est d'essayer de redonner le goût aux jeunes, l'appétit de pratiquer ces savoir-faire, et ça marche. Ça marche. On a formé une quinzaine de jeunes qui maintenant sont grands et qui maintenant chantent avec nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de confréries anciennes qui ont disparu. Il y a par exemple la confrérie, qui entend encore aujourd'hui parler de la Sadriya. Oui, par exemple. Par exemple, il n'existe plus, Non. il n'y a plus aucune trace. Les derniers sont morts dans les années 90. Oui, et puis on a aujourd'hui qui... Bon, ça c'est un débat. Les fusions, comme pour les Gnawa, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour les fusions, pour les Ahmadchas, est-ce que vous en avez déjà fait? Alors on en a déjà fait. On a effectivement joué avec des gens qui ont fait du jazz, l'Orchestre national de jazz de Paris par exemple. On a même travaillé une fois avec un DJ. Oui. Ce qui est intéressant avec ce genre de fusion, excusez-moi, ce que je disais, ce qui est intéressant avec ce genre de fusion, c'est que ça permet à la confrérie d'être encore vue, d'être encore entendue, qu'elle reste attractive d'une certaine manière. Elle renforce aussi l'engagement des confrères qui sont dans la confrérie, qui voient aussi là des possibilités de voyager, de rencontrer, de découvrir. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours que les principales activités de la confrérie soient traditionnelles. Ça reste comme les lilas, le cœur de ce qu'on fait avec les Hamadchas. Et de temps en temps, on fait des choses un peu plus contemporaines, un peu plus modernes. Mais toujours jouer dans les lilas, dans les cérémonies, pour les gens, avec les gens, parce que c'est à ça que ça sert. Absolument. On va voir encore un petit extrait d'à peine une minute d'une, je ne sais pas si c'est une lila ou c'est un spectacle dans un festival. Je crois que c'est à Dartezi, ça. On va voir un petit extrait. Pendant longtemps, vous ne vous voyez pas écrire. Ah non, jamais vous ne vous jamais. êtes dit je vais écrire. Jamais. Jamais. Jamais eu cette ambition, ni cette envie, ni cette... Mais il va se passer quelque chose qui n'a rien à voir avec le Congo, alors que vous en avez bavé au Congo. Oui. Et là, ça va être le déclic. Ça a été le génocide du Rwanda. Le génocide du Rwanda que vous avez suivi en Belgique à la télé. C'est fou parce que... Pourquoi ? C'est fou parce qu'aujourd'hui, moi, je dénonce le Rwanda. Et c'est dingue, parce que voilà, avec le Congo-NC, je dénonce complètement le Rwanda. Mais c'était que j'étais devant ma télévision, là. J'ai assisté au génocide comme tout le monde pendant 100 jours. J'ai vu des êtres humains découper d'autres êtres humains comme ça à la machette. Nous tous, partout dans le monde, on a assisté à ça. Et moi, et puis j'ai vu des gens intervenir. J'ai vu des gens intervenir et c'était ce qu'on appelle des africanistes. Ah oui, les experts africanistes. Ouais, les experts africains. Mais moi, je venais d'arriver du Congo. Moi, vous connaissiez même pas c'est quoi ce néologisme? C'est quoi ce mot? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est des spécialistes de l'Afrique. C'était tous des universitaires, des chercheurs, des gens comme ça. Et à partir de là, c'est là que je me suis dit, je ne veux plus jamais entendre parler de quelqu'un de mon propre drame. Je ne veux plus entendre parler je veux plus entendre quelqu'un parler de mon drame, du drame de moi en tant qu'Africain, je veux dire. Ça dit que nous-mêmes, nous devons nous parler de nos problématiques et de nos traumas. Surtout qu'il sortait sur les plateaux beaucoup de bêtises, beaucoup d'idioties. Beaucoup de bêtises. Et en Belgique particulièrement, là où j'habite, il y a pas mal de chercheurs rwandais.
C'est parce qu'il manque Congolais, Rwandais, c'est ouais, vrai. ça manque pas, mais ils en ont cherché aucun. Ils en ont cherché aucun. Donc moi, ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Je me suis dit, voilà, mais je vais écrire. Alors, vous avez écrit. Et j'ai écrit, et je me suis dit, ça veut dire que dans ce pays, la prochaine fois quelque chose sur l'Afrique, c'est moi qu'on va appeler et personne d'autre. Je veux plus qu'on appelle un seul Européen pour parler de chez De ce qu'il ne moi. connaît pas. De ce qu'il ne connaît pas, justement. Exactement, de ce qu'il ne Parce- connaît pas. voilà. Puis votre premier livre, pourquoi le lion n'est plus le roi de la forêt, c'est roi un des livre... pardon? Non, le roi des animaux. Le roi des animaux, Oui. excusez-moi. D'ailleurs, c'est pas la forêt, mon fils m'aurait corrigé. Non, c'est le roi de la savane, le roi de la forêt, il me dit c'est le cerf. Bon, je fais toujours. Ok. Oui. Vous vous êtes adressé aux enfants. Pourquoi vous avez choisi de vous adresser aux enfants? Mais parce que les adultes, Parce que les adultes j'ai trouvé bête. comprennent que dalle, quoi. Ouais, mais oui. Vous savez, moi, je l'ai trouvé quand je venais d'arriver, après avoir vécu toutes ces choses dont je vous parle, là, tirer sur des gens, se faire tirer dessus et tout. C'est pas évident comme projet de vie. Oui, C'est pas ça. oui. Donc, moi, ça m'avait un peu hyper choqué. Et quand je suis arrivé ici, j'expliquais ça aux gens. Il n'y a personne qui m'entendait. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est vrai. Ah, tiens, on ne savait pas. Tout le monde était dans l'étonnement. Voilà, comme tous les drames qui se passent loin oui. voilà, qui est loin de l'Occident, c'est comme ça n'existe pas. Donc, et je me suis dit, en fait, vaut mieux parler aux enfants. Je crois que c'est plus prudent de parler aux enfants d'abord, avant de parler aux adultes. D'abord, les adultes, bon, ils ne comprennent pas, mais moi, j'ai le temps avec eux. Les enfants, j'ai moins le temps. Parce que justement, c'est les drames que j'ai pu vivre. J'ai vécu, nous avons fui à l'indépendance du Congo, parce que les soldats sont venus à la maison, mais c'était des journées aussi belles que la journée qu'on vit aujourd'hui. Il faisait beau, il faisait super, et puis brusquement, je vois 2 camions qui arrivent, plein de soldats, et la vie a basculé. Quand je vous parle des pillages de 91, la même chose. C'était le dimanche, les pillages c'était lundi. Oui. Le dimanche, je vais déposer ma mère chez une amie à elle, comme elle était venue en vacances. Oui, Oui. laisse-la nous, elle va dormir Ouais, ici. ouais. Demain, tu viens la chercher. Mais le lendemain, c'était fini. Oui. C'est en déposant ma petite à l'école, en déposant Véronique, ma première fille à l'école, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a ça va plus. Et parce que c'était la nuit, généralement, que ça se passait, et que le lendemain, voilà. le monde a Au changé. matin, c'est trop tard. Alors, on va passer, avant de parler à votre carrière d'écrivain, parce qu'après, vous avez commencé à écrire des romans, on va découvrir le triptyque que vous avez choisi, parce que c'est des photos que vous avez choisies, des clichés, Oui. et on va essayer de savoir pourquoi ces photos et pas d'autres. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, oui, Ouais, voilà, cette fameuse... qui vous a hanté toute votre vie. Voilà, cette fameuse arrestation de Lumumba et la fin de Lumumba. Ça, c'est le premier, voilà. Si moi, j'avais vécu un drame juste un peu avant ça, ça, c'était, voilà. Voilà, c'est quelque chose d'inoubliable. Que représente le Lumumba pour vous? Cet homme, moi, j'étais tout petit. Comment est-ce que cet homme a pu me marquer comme ça, là où j'étais un enfant? oui. Ça dit que, voilà, il y avait la puissance du verbe de cet homme, dans son courage. Son courage, et lui savait qu'il allait mourir. Lui, c'est comme des gens, comme des Sankara. Exactement. Il savait, Sankara, il Exactement. savait, Sankara appelait sa femme ma veuve. Oui, Et quand vous voyez la lettre que lui, il écrit à son épouse Pauline, mon Dieu, on voit qu'il il sait qu'il va mourir. il le sait, il le sait. Ce sont des... Voilà. Et puis c'est des gens, ça c'était les vrais pacifistes, Oui. les idéalistes qui Voilà. voulaient construire l'Afrique. Et puis quand on voit son regard, c'est un regard de martyr, De martyr, déjà. c'est un regard un peu... On sait qu'ils savent qu'ils sont perdus. De messie un peu, Oui. on voit cette douleur Mais ils savent qu'ils vont partir. Ils le savent. Oui. Avec Polo et Okito, les 2 autres. Parce qu'on les oublie souvent, Polo Oui, et Okito. Ces deux compagnons. Mais C'est à ce moment-là, vous pensez que un peu l'histoire du Congo a basculé? oui. Il aurait pu, oui. Oui. Si ça aurait été lui, le Congo serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est lui qui a tracé toutes les bases. Et c'est lui qui a tracé toutes les bases, toutes les lignes, qu'est-ce qu'on doit faire de notre Congo. Oui. Et voilà. Il est parti à 35 ans. Et voilà. Et là, ils ont jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous fait en sorte de saboter son travail. Oui. Et puis même
On a essayé d'effacer toute trace, dissous à l'acide. Il n'en reste qu'une dent Oui. qui a été après. Ouais, ouais. C'est Et, la deuxième. et on trouve ça, et les gens trouvent ça normal. Oui, que, oui, normal. Que voilà, on va remettre là-dedans, mais d'abord c'est du recel de cadavres. pour Exactement, commencer. exactement. Ça tombe sous le coup de la loi normalement. Bah oui. C'est- Deuxième photo. Voilà, ça c'est cette photo-là, des 3 semaines. Là. Elle est- Voilà, on venait d'arriver. D'ailleurs, ce pull à un moment donné, et j'avais un pantalon comme ça qui était en laine, et ça avait rétréci parce que ma mère, elle savait pas comment on lave la laine. Oui, parce que vous n'avez pas besoin de laine au Congo. C'est ça, quoi. Ouais. Ah, je me souviens, ce truc, c'était... voilà. On venait d'arriver, quoi. On venait d'arriver. Vos deux frères métis avec Ouais, vous avez ouais, tous ouais. le sourire, vous êtes Si, si. à ce moment-là. Voilà. Oui. Ouais, on était... Vous étiez heureux. Oui, vous savez, les enfants, il ne faut pas beaucoup. Hein. Bah ouais. Ouais, il Ouais. ne faut pas beaucoup. Ouais. Et, mais voilà, mais on a aussi une famille qui nous ont confortés, qui nous ont donné la force, Oui, bah oui. quand même. Donc, Troisième photo. Vous allez nous parler de cette photo qu'on va voir, ah oui. qui est floue, Ça, mais c'est- vous allez nous expliquer. Oui, ça c'est Ambroise Boimbo. Cet homme tient une épée en main. Et Oui. alors, ici, vous avez le roi Baudouin, Oui. qui est debout dans la voiture avec Casabou à côté. Ça, c'est la veille de l'indépendance. Il vient d'arriver à l'aéroport. Et cet homme, moi je l'aime bien parce que c'est un homme de mon village. Il vient de Monkoto. Il vient de mon village, il s'appelle Ambroise Boimbo. Et bon, il est parti dans l'histoire, il a volé l'épée, puis il s'est fait arrêter. Hein. Quelques mètres plus loin, il Oui. s'est fait arrêter, il se fait tabasser, on l'a mis en tôle. D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus, Mhm. sur cet homme au cachot. Mais le lendemain. Le lendemain. Donc, le lendemain, donc c'est un texte, un espèce de triptyque entre Lumumba, il y a Lumumba, Baudouin et Ambroise Boimbo. C'est D'accord. un texte à 3 comme ça. Avec ça, 3. Alors, après votre premier ouvrage destiné aux enfants, là, vous commencez Oui. l'écriture avec mathématiques congolaises. Ouais. Là, vous entrez dedans, hein. Là, je rentre dedans. Et là, quand j'écris mathématiques congolaises, il y a la guerre en Irak. Et il y a la guerre en Irak. Donc, la thématique de mathématiques congolaises, c'est la manipulation politique. La manipulation, c'est mon métier. J'ai étudié ça en publicité. Bah oui. La manipulation de masse. Je suis un spécialiste de la manipulation des masses. Autrement dit, quand vous me racontez des choses un peu bizarres, moi, je les repère tout de suite. Donc, et alors, et puis j'écris mathématiques congolaises, c'est vrai, bon, on parle, parce qu'on est très fort, hein, au Congo, on est très fort au niveau manipulation politique, on est champion. Donc, Oui, à part en plus la SAP. dans la manipulation politique, on est vraiment, il y a pas mal de trucs qui se passent, on se demande comment ça se passe, mais voilà, on est très champion là-dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je vous parle de la guerre en Irak, ça dit, il y a cette scène où on voit l'ONU, on voit Colin Powell, et puis c'était aussi, il y a Colin Powell qui débarque avec ses schémas et sa petite fiole blanche là, et il vient avec un schéma où vous prenez un camion, un deuxième, troisième camion, vous fabriquez une arme de destruction massive, en parlant de Saddam Hussein. Moi, la même nuit, j'avais écrit la même chose avec des résistances de couveuses, dont des résistances électriques, Oui. comme il y a dans les fers à repasser, dans n'importe quoi, Oui. ou dans une bouilloire électrique. Et puis le personnage principal, il dit on va montrer ça à la télé, on va faire passer ça pour des détonateurs. D'un gars qu'ils avaient arrêté, un Français là. C'est lui, il fait, mais il dit, mais qui va croire que c'est des détonateurs? Le gars le regarde, il fait, qui a déjà vu un détonateur? Et donc quand on nous montrait des armes de destruction massive, soi-disant, qui sait ce que c'est une arme de destruction massive? Je me suis marré comme une baleine. Et puis, il y avait d'autres parties de ce roman qui ont disparu. Parce que mon éditeur m'a dit c'était trop. Sinon, le roman aurait peut-être 100 pages de plus. Et c'était justement, je parlais des maths dans le temps. Oui, parce que votre héros, Ouais, voilà. j'ai peu C'est un adepte des mathématiques. un livre de mathématiques. Voilà. C'est un imposteur. Voilà. Et il Il veut. s'est démerdé. Et il fait sa manipulation politique à travers des schémas mathématiques. Ouais, pour Voilà. s'en sortir. Et Et c'est là où vous parlez d'un concept incroyable, je n'en avais jamais entendu parler. C'est ce qu'on avait fait à Pierre Lumel d'ailleurs. La soustraction posément accélérée. ah oui, oui. C'est terrible ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça dans. Ah, c'est terrible.
J'ai trouvé ça dans mes recherches sur les mathématiques à l'époque. Je vois cette phrase, la soustraction posément accélérée. Je me demande qu'est-ce que C'est ce qu'on faisait, c'est Ouais, ce qu'on lui a fait subir. C'est ce que et les, c'est ce oui, qu'on c'est ce fait que les des fois Rwandais, subir à- les Rwandais faisaient subir. Et ils le font encore. Hein. C'est de garder, c'est de tuer un homme et de le garder conscient Et le le garder, plus longtemps oui, oui. possible Ouais. et de couper. Et de le découper en petits morceaux de façon à ce qu'il reste conscient, Conscient. le plus longtemps possible. Donc, on appelle ça la soustraction, dont on soustrait des organes, mais posément accéléré. C'est-à-dire qu'il faut le faire posément, mais assez accéléré pour que Oui. pour qu'il Alors- tombe pas dans les pommes avant. Alors, vos romans, on dit que vos romans sont violents, mais en fait, reflètent la réalité, quoi. C'est pour ça que j'ai aucun scrupule à écrire de façon barbare comme ça. J'ai aucun scrupule. Beaucoup, quand je parle des mutilations des femmes dans cette guerre où la violence faite aux femmes est en fil rouge, oh, mais pourquoi tu écris des choses aussi difficiles? Je dis, mais vivez ce que nos femmes vivent. Exactement. Vous Je voulez crois que qu'à un moment les donné, autres... oui, on ne peut pas toujours se voiler la face. Voilà, on ne peut pas se voiler la face et il faut savoir ce que c'est. Moi, j'ai connu beaucoup de drames dans ma vie, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont parlé, j'ai entendu des témoignages de militaires aussi, comment ils décrivent la guerre, ce qu'ils font sur le terrain, parce que j'en ai pas mal dans ma famille. Oui. Et mais voilà, de temps en temps, il faut quand même voir de quoi il s'agit. Oui. Là, vous faites une rencontre, un homme que vous aviez déjà rencontré. Oui, en 58. Max Deutsch. Oui. Vous avez rencontré, et il vous avait invité à aller chez lui, à passer chez lui. Vous avez mis du temps à aller chez lui. J'ai mis 6 mois avant Parce que- d'aller chez lui. Parce que l'homme vous intimidait. Parce que c'était un monument. M'impressionnait, absolument, m'impressionnait. Son savoir, son aura, Oui. oui, m'imposait. Et donc, quand je vais le voir, après un matin, un jeudi matin, j'arrive à 10 heures, comme il m'avait fixé le rendez-vous. Nous restons jusqu'à 17 heures. Il tourne la dernière page de Avec un ce seul que café. j'avais. Avec une seule tasse à café, tous les deux, lui aussi. Et là, il me dit une phrase qui m'a marqué pour toute ma vie. Ceci est du domaine des domaines. Revenez demain me voir avec la partition de Tristan. C'était la bénédiction. Et la partition de Tristan et Isolde de Wagner, vous allez travailler dessus pendant Un an avec un an. Deutsch. Un an. Avec Un Deutsch. an. Et c'était ma première leçon d'écriture. C'était ma première leçon, et l'unique leçon de composition, en réalité. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Max Deutsch n'est autre que le disciple de Schoenberg. Oui, c'était extraordinaire, parce que c'était en résumé le siècle. Exactement. Il était en même temps que Berg, Webern, Steuermann, Kolisch, dans le laboratoire viennois où se faisait le XXe siècle. Il était aussi premier violoncelle dans l'opéra de Vienne dirigé par Mahler. Oui. Comment dire, cet homme était aussi Spartacus, Berlin, avec Oui. Rosa Luxembourg. Oui. Il a fait la guerre d'Espagne. Il a joué au cabaret avec Lorca. Oui. Et donc j'avais Il a côtoyé l'impression... Picasso. Oui, oui. Picasso avec comment on appelle, le grand poète communiste Aragon. Aragon, oui. Il connaissait tout ce monde. Il y a la rubrique objet dans l'émission. Et on va découvrir l'objet que Ahmed Sead a ramené pour le partager avec nous. On découvre l'objet. L'objet que vous avez ramené, Ahmed Sead, c'est un instrument de musique, Oui, un kalimba. oui, exactement, un kalimba. Ce n'est pas un kalimba ordinaire. Hein. Non, parce que je ne sais pas sa fonction au-delà de la musique, parce que je l'ai trouvé dans un marché aux puces à Kinshasa, pendant que nous étions en train de préparer un autre opéra, La vie de Robert le Diable. Et ça a été tellement extraordinaire, parce que je trouve l'objet d'une beauté, d'une sensualité extraordinaire, et puis d'une justesse
Et je ne sais pas pourquoi il lève les mains au ciel. Oui. Je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais. Alors, on va revenir à Max Deutsch. Vous allez passer du temps avec Max Deutsch. Et bien sûr, il y aura la rigueur et la formation académique, tout ça, vous allez le faire. Mais il y a quelque chose qui est très important chez vous, que vous appelez l'oubli essentiel. Parce que tout maîtriser, mais tout oublier. C'est pas involontaire, ça. Non, comment définir cet oubli essentiel? C'est pas volontaire. Ça, je le découvre beaucoup plus tard. C'était un jour un quatuor canadien était invité au Festival Présence à Paris. Et dans ce programme, il y avait mon premier quatuor, Nevermore, jamais plus. Et j'assiste à la première, il me joue le quatuor et le premier violon me demande mon avis. Et moi, j'étais tellement estomaqué que je lui dis non, je ne peux pas me répondre, laissez-moi, je reviendrai cet après-midi et je vous dirai ce que j'en pense. Et entre-temps, j'ai saisi le fossé entre ce que moi j'attendais et ce que les interprètes m'ont offert. Et cette distance, ce fossé qui s'est creusé me semblait légitime et normal. Mais je ne répondais pas à l'époque à ça. Oui. Et c'est petit à petit, chemin faisant, je me rends compte que ce qu'on écrit n'est qu'un vouloir de l'écriture. Que l'essentiel de l'écriture, c'est ce savoir acquis, oublié, mais qui vous permet de ne jamais faire faute de grammaire, jamais faire faute de syntaxe. Mais plus que ça, il vous permet de donner un outil symbolique qui transcrit l'imaginaire. Et donc, quand on est jeune, on croit qu'on sait. Alors, on prévoit, on veut que l'œuvre soit ainsi, bâtie de la sorte, et que chemin faisant dans l'écriture, quand cela est démenti par je ne sais quelle passion, alors on n'aime pas démentir nos prévisions. Il y a un mot d'Anton Webern qui dit, moi je ne veux plus de ce mot. Anton Webern dit, écrire, c'est de faire des compromis avec l'écriture, toujours. Et en fait, c'est aussi à partir de là que je suis sorti un peu de l'avenue, je dirais, classique, traditionnelle de faire l'opéra, pour le faire un petit peu à ma sauce, parce qu'il y a des concerts qui sont arrivés à partir de cette époque-là. On va voir un extrait de Don Quichotte, que vous interprétez super bien, donc de la Mancha. Vous l'avez interprété au Théâtre des Variétés à Paris, mais pas que, aux côtés de Jeanne Manson, dont vous signez une nouvelle adaptation française. Et vous recevez le prix de la meilleure interprétation du rôle de Cervantes pour Don Quichotte. Donc, on va voir un extrait de Don Quichotte de la Mancha. On voit un extrait.
faites pas que l'opéra, parce que vous êtes un peu au four et à moulin, je ne sais pas, vous faites beaucoup de choses, parce que en 2014, vous fondez le premier festival du film musical de Paris, en partenariat avec la mairie de Paris. Ouais. Et puis vous mettez en scène, et vous produisez You Are Alone. C'était un spectacle musical pour Jermaine Jackson, Absolument. qui est le frère de Michael Jackson, qui faisait partie des Jackson 5. Michael Jackson, qui est marocain à la base. Ah bon? Oui, son vrai nom, c'est Michael Benchimol. Il a changé... Non, je sais pas. Ah bon? On ne sait jamais. Alors, là, on ne va pas passer pour des... Est-ce qu'on a... Oui, on va voir un petit extrait. Ah oui, ça c'est un duo qu'on avait fait. On voit un petit extrait du duo. Oh, my darling, when autumn leaves start to fall. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions les deux ensemble. Toi, tu m'aimais. Oui, c'est très éclectique, votre univers. Ouais. Ce n'est pas que l'opéra. Là, Plus vous chantez des répertoires différents, plus vous vous adressez à d'autres gens, et Oui. plus votre voix surtout bénéficie des particularités de chaque et des défis de chaque style. oui. Et ouais. Oui, en plus de vos représentations d'opéra dans le monde entier, vous sortez un album solo, All I Care About Is Love. Love, ouais. Is Love. Et puis, en 2013, vous fondez le London Musical Film Festival Ouais, à Londres, encore. à Londres. Et puis, en parallèle, vous menez une carrière d'acteur. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ça, je ne connaissais pas vraiment ce côté, mais vous Moi jouez non dans plus. beaucoup de... vous jouez dans beaucoup de films, en fait, Ouais. et de séries télévisées. Moi, j'aime travailler, ouais. Jamais chercher d'être le premier rôle ou d'être, vous voyez. Et c'est vrai que... Ça, c'est des... Oui, Oh là, vous avez pris ça, ouais, je ne sais plus d'où, ouais. un tournage. Non, c'était un tournage aux États-Unis. Mais j'ai Oui. fait beaucoup Il y en a de séries, d'autres. ouais. Oui, il y a d'autres photos de tournage. Ah ouais, des flics, ouais. Mais Oui. ce qui était bien, c'est que... Ah, alors Ça, c'est le dernier, on tout va récent. Voilà, alors ça, je suis très c'est content l'île d'en Rouge. parler. On montrera la bande-annonce Ah à la fin. Alors, en décembre 2013, ça c'est un événement, vous partagez la couverture du prestigieux théâtre and performance aux côtés de Barbara Streisand à Londres. Ouais, absolument. Et vous faites vos débuts solo sur Broadway. Ouais. C'est quelque chose. Ça, Ouais. Juste avant, en plus, j'avais fait mes débuts sur le West End de New York. Oui. Pardon, juste avant, j'avais fait mes débuts sur le West End de Londres, au Dominion Theatre. Ça, c'était quelque chose de super. Mais j'ai toujours eu le style que j'avais été très influencé par The Rat Pack, Sinatra, Dean Martin, Ouais, Sammy Davis crooner, Jr. quoi. C'était Ouais. le côté vraiment entertainment, c'est-à-dire Oui. on divertissait les gens et on prend aussi du plaisir sur scène. C'est-à-dire en s'amusant sur scène, les gens vous voient aussi vous amuser sur scène. Oui. Et c'est plus dur parce que c'est non seulement il faut faire ce qu'on doit faire, mais en plus il faut le faire en s'amusant. Oui. Et ça c'est beaucoup plus difficile, mais c'est on a une plus grande récompense à la fin. On va marquer une petite pause Avec plaisir. pour une autre rubrique, Avec grand celle du plaisir. triptyque. On va découvrir les 3 photos que David Serrero a choisies. Et on les commente. La première photo que vous avez choisie, David Serrero, est celle-là. Ah oui, Photo de feu grand du monsieur. roi Mohamed V. Grand monsieur. C'est l'une des raisons grâce à qui le Maroc a survécu une période très sombre, qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est son histoire, elle est très importante. Et j'espère même un jour faire un opéra sur lui, vraiment. Parce qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il a fait pour les Juifs du Maroc, où il a refusé d'appliquer les lois de Vichy, oui. où il a dit, où il a dit cette très belle phrase, il a dit au Maroc, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de musulmans, il n'y a que des Marocains.
C'était quelques extraits de cette saison de l'émission 52 minutes avec. C'était pour moi un grand plaisir et un honneur de la préparer et de la présenter pour vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions, d'autres invités, d'autres parcours, des confidences, de l'émotion, des leçons de vie. Et je finirai par cette citation d'André Malraux. « La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur Terre. » Vive la culture, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.